bienvenue en satsang. Ben voilà, il n'y a rien qui s'est passé, on continue. S'il y a quelque chose à continuer. Oui. J'avance petit à petit et au bout de cette question je suis, il y a, semble-t-il, une force qui empêche de rester tranquille. On l'a évoqué tout à l'heure. L'ennemi invisible, peut-être. Faut faire fi. Voilà. Voilà, c'est ça. Faut faire fi. Donc ça, tu parles de la radicalité de l'attention. Voilà. Ben, on va se réaliser ou pas? Oui? Oui. Et aussi, je voudrais ne pas me tromper entre le réel et l'imaginaire. Parce que si je pressens quelque chose de chouette, une ouverture par exemple, je veux être certain que c'est pas encore une illusion. Ça, Non, si. S'il y a ouverture, ça veut dire qu'on a cru que quelque chose était fermé. Oui, mais tu vois par exemple, Tu m'écoutes? Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Donc là, tu dois faire face à ce que tu crois pour être réel. Ah bon, je m'ouvre, mais c'est vrai parce que je le ressens, j'ai l'expérience, ci et ça. Mais donc, tu crois dans la réalité de ce que le corps vit ou le mental, parce que c'est là toute la question pour réaliser le soi. C'est de remettre tout ça en question. Tout ce qu'on a cru réel ne l'est pas. Ça vient, ça part. C'est une loi. C'est comme ça. Hein, c'est un fait. Oui. Donc, plutôt que de continuer dans ce que tu voulais dire, enfin on verra ensemble, mais regarde d'abord, étais-tu fermé? Qui était fermé d'abord? Avant. Là, je me sens enfermé. En fait, je suis en train de perdre le fil. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est là, c'est plus intéressant là que dans le fil. Oui, dans le fil, il y a le contrôle. Il faut perdre le fil. Le fil. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Reste tranquille. C'est extraordinaire comme on s'étouffe, et ça tu vas le voir, vous allez le voir de plus en plus, ou vous l'avez vu, on s'étouffe par ses propres idées, ses propres croyances. Et c'est ça le malheur. Hein. Mais alors une fois qu'on l'entend, on se dit « Oh non, combien de temps vais-je continuer? Pourquoi? Ça me fait souffrir, il n'y a rien de... » Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Alors quand on entend que, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas dans l'étouffement ou le désétouffement que ça se passe. Hein. C'est juste dans le fait de voir que l'on n'est pas ses expériences et l'expérimentateur avec lui. Et accorder, à cause de cette soi-disant force des habitudes du mental, de se prendre pour le maître des choses,
il faut y retourner encore et encore. Là, je dis développer une dévotion naturelle, tomber amoureux de cela, pour au moins trouver cette direction plus attirante que le reste. Et ça fera le travail. Le travail, une façon de dire encore, mais ça va miner la croyance que l'on est possédé par son mental. Hein? Voilà. Et est-ce que tu veux bien, une nouvelle fois, me montrer le chemin? Mais bien, mais tu vois, au ralenti. Au ralenti. Ça, pour moi, c'est difficile. Tu feras là une DVD en ralenti. Au ralenti. Mais ça va jamais être au ralenti. Ça stack. Oui, mais il y a des étapes, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension plus... C'est un peu le petit poussé, tu vois. Tchac, tchac, tchac. Où en es-tu dans ta compréhension? Peut-être que c'est l'ultime, voyons. Ah bah, qu'est-ce que tu en sais? J'ai encore une image à protéger. Je suis mais tu veux te réaliser ou pas? Oui. Reviens à ça. Oui. Bah alors, ça tombe, l'image à protéger, ça tombe, parce que ça t'empêche, c'est une bonne excuse pour dire demain. Oui. Ok? Tu es d'accord? Oui. Bah alors c'est tout, le problème est réglé. Oui, j'ai dit oui. Mais c'est déjà énorme. Tu vas pas me dire oui et que tu as un non en toi quand même. Un oui, c'est un oui quand même. Oui? Oui. Ok. En fait, je suis complètement inconscient. Mais non, mais on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Inconscient, conscient. C'est pas là que va apparaître une chose telle que la réalisation de soi. On est toujours inconscient par rapport à quelqu'un d'autre. Hein? Ça, c'est dans la personnalité, c'est dans la vie. Et ne prends pas ça comme argument pour retarder que tout à coup tu dois être conscient pour, etc. Non, ce sont des arguments du mental qui te tyrannisent pour justement ne pas lâcher prise. Mais oui, c'est ça, tu vois. Apprendre, s'il y a quelque chose à apprendre que ça c'est du mental. Ça s'appelle mental. À ne pas suivre. Oui, voilà. Mental, menteur, c'est bien. Alors, encore et encore, probablement, à cause, comme je me répète, mais bon, à cause de ces... On est tellement habitué d'aller dans un mouvement, c'est la vie, hein, le mouvement. Encore et encore, retourne. Reste là où tu es depuis toujours. Encore et encore. Et ne fais pas de plan sur une ardoise, j'ai fait un progrès, donc c'est un peu moins, c'est un peu plus, etc. Non, on s'en fiche. Que ce soit encore et encore jusqu'à ce qu'on meure, on s'en fiche. Il y a un jour, ce semblant de processus disparaîtra. De toute façon, la direction est parfaite. C'est ça qui compte. Hein? Oui. Quand on était ensemble au début du satsang, Oui. J'ai cru ressentir donc une unité dans tout le groupe. Est-ce que ça, c'est donc une croyance du mental? C'est une approche parce que au départ, tu te sentais séparé, hein, diversifié, séparé. Et donc, tu allais dans une couche plus profonde de ton mental, de la conscience. Et là, on peut trouver l'unité, en effet.
Et il y a des qualités dans ces expériences. Hein. Mais ce sont des expériences. En même temps, quand on entre dans ces profondeurs, le jeu personnel peut être moins fort. Le sens du jeu personnel peut être moins fort. Et toute cette magie-là, tous ces grands mystères, fait que on a des éclairs où on entend mieux. Des moments où on entend mieux. Donc ça, c'est une grâce. Donc c'est pas que je rejette toutes les expériences dans le même sac. En réalité, oui, toutes les expériences sont dans le même sac. Mais il y a des expériences de grâce, sans y mettre une connotation religieuse, des expériences qui sont une aide du soi pour cette recherche qu'on a. Des petits clins d'yeux, des petits clins d'œil. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça va disparaître, qu'il y aura d'autres choses. Ben, ça peut rester le temps que ça reste, mais ça disparaîtra, c'est certain. C'est l'explication. Mais donc, qui a pu voir que c'était pas là avant, c'est venu, et puis bon, si c'est déjà parti, c'est parti, ou tu le verras quand ça part. C'est quoi ça? C'est ce qu'on ne peut pas objectiver. On ne peut pas l'objectiver. Et c'est ce qu'on appelle le soi. C'est ce qui est. C'est là, c'est ce qui est réel. Et ça se présente de toutes les manières. Mais c'est toujours le même. Donc, quand on vous écoute, quand je vous écoute, j'entends cette proposition de laisser tomber tout ce qui se raconte dans le mental et de rester tranquille. Et quand je vous écoute, quelque chose qui se dit, ben oui, je ne l'ai jamais tenté, ou vraiment par bribes, et puis je me laisse avoir, je pars dans autre chose, c'est dommage. Mais tout d'un coup, il y a une question qui me vient, que j'avais, c'est vis-à-vis de l'exercice de méditation. Alors, on n'en a jamais parlé ensemble, mais je sais pas, nous tous, dans différents endroits, on médite peut-être pendant une demi-heure ou une heure, et en fait, dans ce temps-là, je suis tranquille, il y a des surgissements, il retombe. Là, pour le coup, je reste longtemps dans cette proposition que j'ai comprise dans ces termes-là. Donc en fait, c'est une illusion de croire que je n'y suis pas resté longtemps face à cette proposition-ci. En fait, dans la méditation, je Mais reste tout très bavardage, tout bavardage va présenter un leurre. Tout bavardage. Alors, la méditation, c'est sûr qu'on passe par la méditation. On se donne un temps méditatif, ça veut dire on vole, en fait on essaye de voler un temps en dehors du temps. C'est ça la méditation. Il y a un problème avec la méditation, c'est que le méditant reste. Je médite, je reste. Alors,
le je se calme. Tout le monde peut décrire les états qu'on peut atteindre en méditation. Et des états qui semblent spirituels et plus vrais que la vie quotidienne. Bon. C'est sûr que cette période de méditation aide à s'intérioriser, aide à comprendre qu'il y a à avoir des moments d'arrêt dans cette vie qui est un flot continu, un mental occupé tout le temps, sinon. Parce que quelqu'un a probablement bien médité, il verra qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Et c'est la présence du méditant. C'est le sujet, je médite. Donc, qu'est-ce que vous en faites de celui-là? J'ai pas dû regarder assez précisément, mais justement ma question c'est, je suis tellement sensible à ce que vous proposez, si je le comprends bien, il me semble que dans mon exercice de méditation, j'ai inclus ça s'est inclus. Le je disparaît. Oui. C'est peut-être très présomptueux en disant ça. Non, mais on s'en fiche de tout ça, mais je vais dire, vous racontez votre expérience et j'y réponds. Le je disparaît. Oui, vous pouvez dire ça. Le je que vous connaissez disparaît. Maintenant, je peux poser la question. Comment savez-vous ce que vous vivez? Comment connaissez-vous cet état méditatif? Qui est là alors pour le savoir? Je n'ose pas employer de pronoms. Mais employez les mots que vous voulez, ça fait rien. Qui est là pour le savoir? Il y a. Mais qui c'est ça? Il y a une substance. Mais qui c'est ça? Cette substance. La substance, c'est qu'il y a une substance? Ouais. Non, la substance se sent. C'est la même chose. Et voit le surgissement. J'ai presque envie de dire sans aucun doute. Mais ma question, franchement, celle d'hier soir, celle de ce matin, cette substance n'a pas d'attribut. Je ne sais pas à quel endroit c'est insupportable, mais ça, c'est insupportable. Pour qui? Je pourrais me simplifier la vie en disant pour mon moi ordinaire, pour mon ego, mais je n'ai pas réussi clairement moi à déterminer pour qui. Non, moi je répondrai autrement. C'est pas votre moi ordinaire. C'est pas pour celui que vous avez connu, parce qu'il a disparu dans la méditation. Mais il y a bien un moi universel, un je qui semble disparu en tant que celui qu'on connaissait, mais un je universel, un je cosmique, un je, peu importe, mais c'est un je. Il a pris une dimension globale. C'est pour ça que souvent on répond comme ça. Il y a, ou parce qu'on ne peut pas dire je en tant que je ordinaire. D'accord? Bon. Mais il faut quand même remarquer la présence de ce je. Sinon, ce n'est pas possible de dire quoi que ce soit, parce que c'est une description ce que vous faites. Or, ce que vous êtes vraiment est indescriptible. C'est pas que c'est indescriptible. Ce n'est pas possible de le décrire même par l'indescriptibilité. Ce n'est pas possible. Donc, qui a l'énergie, l'initiative pour aller vers quelque chose de pareil, non descriptible? Mais il n'y a pas à y aller, c'est toujours là. Il ne faut juste pas prendre quelque chose pour que ce que ce n'est pas. Cette tranquillité ou cette indescriptibilité. Enfin, cette chose indescriptible, c'est toujours un état qui appartient à quelqu'un qui soit ordinaire ou qui ne soit plus ordinaire. Mais c'est toujours un je. Et j'insiste
parce que je connais les pièges spirituels. J'insiste, et à cause de ce piège qui n'est pas vu, il y a toujours ce va-et-vient, puisque c'est de la dualité entre tranquillité, par exemple, et agitation. Et il y a quelque chose là qui ne peut pas satisfaire. J'explique pourquoi. Donc, quand cela arrive, il ne faut pas se leurrer. Ok? Je suis, par exemple, dans ce qui ne peut plus être défini. C'est un état de ma conscience. Et puis je suis dans ce qui est défini. C'est tout. C'est cette non-confusion qui va vous laisser tranquille. Et donc, vous ne vous êtes jamais perdu dans ceci ou dans cela. Est-ce que vous voyez? Ça me parle un peu, oui. Et c'est cette direction. Oui. Ce que c'est ce qui est. C'est vous-même. Qu'est-ce que c'est se réaliser alors au milieu de tout ça, c'est passer de l'un à l'autre sans que la tranquillité Mais en soit. La réalisation est encore une expérience. C'est pour ça que je dis, on emploie ces termes parce qu'il faut bien mettre en mots certaines choses, mais ce sont des indications. Il n'y a rien de tel que la réalisation de soi, puisque déjà on est réalisé, en fait. Mais pour le je qui cherche, il peut y avoir une expérience de réalisation, mais s'il a un fondement parfait dû à la présence du maître, il ne confondra pas l'expérience pour cela, pour ce que c'est, pour ce qui est. Tu veux dire l'expérience de la réalisation de soi? Quand tu dis qu'on ne confond pas l'expérience, tu veux dire l'expérience de la réalisation de soi? Oui. Donc il n'y a pas d'expérience. La réalisation de soi n'est pas une expérience. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas de réalisation de soi parce qu'on est déjà éveillé, réalisé. Oui. Mais il y a quand même l'obscurcissement de soi. Non, c'est à cause de cette croyance qu'on est obscurci qu'on veut se réaliser. Hein. Non, c'est ça qu'il faut faire sauter. C'est ce concept de base. Je suis ignorant, je suis esclave, je suis... obscurci, je suis... Ça! Oui, c'est des croyances que j'appelle l'obscurcissement de soi. Oui. Donc quand même, il y a quelque chose qui voile. S'il n'y avait pas de voile. Ah mais ça, écoutez, ça c'est le paradoxe. Il faut s'incarner et se poser la question pour pouvoir entendre qu'on est déjà réalisé. Ça, ce mystère-là, il ne faut pas me le demander, j'en connais pas la réponse, c'est un paradoxe mental. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce que le mental ne parvient pas à concevoir. Oui, c'est un mystère en fait. Enfin, mais j'aime pas le mot mystère, même si je l'ai employé, parce que ça, souvent les chercheurs emploient ce mot pour, ok, c'est le mystère. Donc voilà, on est bien là, c'est confortable. Non, il ne faut pas être confortable avec quoi que ce soit. Oui, ça veut dire qu'en fait, le chercheur, parce qu'il y a, s'il démissionne de façon prématurée, finalement, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que le chercheur a une durée de vie. Donc, naturellement, à un moment donné, il voit à quel point c'est ridicule ces efforts. Oui, si l'arrogance n'est pas trop grande. Vous oubliez quand même le petit élément qui fait que le chercheur... Parce qu'il y a des enseignements, il y a même des bouquins qui disent arrêtez de chercher. Bon. Oui, mais on ne va pas discuter des autres. Hein, non, je veux dire que oui. Mais parce que c'est un problème. Est-ce le chercheur, ça veut dire, est-ce que c'est un processus, il suit comme disent les Tibétains, le cours naturel,
de sa vie, et puis quand il sera épuisé. Mais non, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. C'est quoi ta vision? Maintenant c'est une vision, mais parce que si on ne décide pas, et un autre mot pourrait être employé que décision, mais si on n'a pas ce feu, si on ne décide pas de se réaliser, ça ne se passera pas. Donc, ça ne se passera pas. Ce que tu es en train de dire, ça veut dire que le chercheur, il faut décider sa fin. C'est ça? Il faut décider qu'on en a marre d'être leurré parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que donc on cherche et que ça doit être maintenant ou jamais. Et voilà, il faut mettre des tripes là-dedans. Sinon, ça ne se passera pas. Parce que dire non à ce qu'on croit réel, il faut le faire quand même. C'est pas le voisin qui va vous encourager. Ça veut dire que pour que le chercheur qui a un rêve, pour que le rêve s'arrête, on va décider de se réveiller. Mais oui, il doit le vouloir, il doit en avoir assez d'avoir cherché tant et finalement quand même ne pas trouver. Évidemment, si on n'est pas dans cet état-là, il faut encore chercher. Parce que finalement, la curiosité mentale fait croire qu'on trouvera dans cette direction. Est-ce que le rêve s'arrête tout seul ou est-ce qu'il faut un choc pour que le réveil se produise? En général, c'est comment vous vous réveillez du sommeil. C'est comment vous vous réveillez du sommeil. C'est tout à coup comme ça, non? Est-ce que quelqu'un peut venir me secouer? C'est le réveil matin. C'était mon expérience. Ça veut dire qu'avec Ranjit, c'est comme si, en fait, moi, c'est comme s'il avait tapé sur ma tête avec un marteau. C'est ça. Oui, chacun a des expériences différentes, mais en général, c'est très abrupt. Et puis, comme le maître, il amène en fait, son disciple sur le sommet du Himalaya, il va le regarder. Et puis il le lâche, et puis on tombe au pied, on remonte tout seul maintenant. C'est de l'invention mentale. Non, c'est pas comme ça. On a l'impression qu'avec le kilomètre, ça y est, c'est facile. L'impression. Comme si on allait croire aux impressions. On doit remonter tout le chemin tout seul. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'était pas comme ça. Parce que c'était peut-être plus facile tu avais vécu le chemin traditionnel, aller coller au maître pendant des années, puis tu es par osmose, tu as absorbé. Nous, on n'est pas comme ça. Parle de toi. Je crois que mon maître n'a décidément pas voulu que je dorme à ses côtés. Non, mais je ne veux pas dire ça, je veux dire que dans un ashram, on vit avec le maître. Il n'y a pas d'ashram ici, alors il ne faut pas amener des ashrams. Donc c'est une autre chose. Et ça veut dire qu'on ne peut pas absorber. Mais c'est pour ça que tant qu'il y a satsang, tant qu'on a besoin de satsang, il faut faire l'effort de venir en satsang. C'est fait pour ça. Là, ici, je pense c'est fait pour ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut faire l'effort d'accomplir ce qu'on veut vraiment, et pour ça il faut lire les grands maîtres, pas d'autres. Les kilomètres. Voilà, il faut venir en satsang, il faut investiguer soi-même, il faut tout ça, il faut ces ingrédients-là, hein. C'est sûr. Après on devient un obsédé d'Advaita. Ah ben tant mieux. Oui, pardon. Il est question des sommeils profonds. Et il est dit que entre l'état de sommeil profond et l'état de veille, oui, il y a un écart. Voilà, et entre le réveil, le sommeil et le réveil aussi. Et il est dit que quand on progresse, on est conscient de cet état. Est-ce que vous voyez? Mais tout d'abord, on ne progresse pas dans cette voie directe. On ne progresse pas.
parce qu'il n'y a pas que tout à coup, oh l'éveil pointe, je suis à moitié éveillé. Non, on est éveillé ou pas. Maintenant, il y a des progrès dans l'élagation du mental. Le mental se vide. Là, il y a des progrès. Hein? D'accord? Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, l'écart entre deux états est le même que l'écart entre deux pensées, même si on ne le voit pas, mais il y a un écart entre deux pensées. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire si on laisse de la place à un écart entre deux pensées? Ça veut dire qu'on n'agrippe aucune pensée pour un moment. Voilà. Maintenant, ça pourrait être une réalisation du soi, ou la réalisation du soi, si le feu chercheur, avant qu'il ne se repose dans cet écart, a compris que quand une pensée ressurgit, c'est de nature non réelle. Donc, il ne bouge pas de là où il est, comme il n'a jamais bougé de là où il est. Et si ça n'a pas été aussi radical, il revient encore et encore là où toute pensée surgit. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le meilleur moyen pour maintenir une décision une fois qu'elle est prise? Oh, c'est comme si vous alliez demander, est-ce que vous pouvez me dire le secret comment rester amoureux tout le temps? Hein? C'est pour ça que c'est urgent. Quand vous sentez ce feu, que vous voyez l'urgence de cette réalisation, réalisez-vous. Hein, parce qu'on ne sait jamais quand ça revient dans ce mental. On ne sait jamais. Moi, j'ai connu beaucoup de différents cas, mais par là, justement, en vivant avec mon maître, j'ai vu, il y avait des chercheurs d'une sincérité, d'un sérieux admirable, et qui tout à coup décide de vouer sa vie à vivre au pied du maître. Ça peut être physique ou pas, mais je veux dire, voilà. Et puis ils allaient dans leur ville pour faire la valise et revenir tout de suite, et ils ne revenaient jamais. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le mental a inventé une responsabilité ou l'autre, et voilà, ça ne se fait plus. Donc il faut faire très attention, il faut profiter. Quand il y a du feu, au moins que je connaisse la direction, je ne serai jamais perdue alors. Et c'est possible maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose à acquérir. À acquérir, je comprends qu'on dise, bon, demain, j'espère. Mais ici, il s'agit de ce qui est déjà là, mais qui est voilé par ses propres croyances, par ce je qui a ses croyances. D'ailleurs, un je n'existe que par les croyances. Donc, si on saisit, et il suffit d'une seconde pour ça, pour se réveiller, si on voit que on est ce que l'on est, et cette tendance que je veux l'expérimenter, je veux le comprendre, je veux le sentir, c'est du mental, je ne vais pas là-dedans. Qu'est-ce qui se passe alors? Où est le problème?
problème, c'est que justement, il ne se passe rien. Ah, le mental, il s'embête à mourir. Il y a ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Oui. J'insiste, dans toutes nos activités humaines, il y a un minimum de résultats qui, agréable ou pas, mais au moins qui nous fait dire je suis dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction, dans toutes nos activités. Pensez en plus quelque chose d'aussi important, où il n'y a pas d'éléments, oui, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'éléments pour savoir si on y est ou pas. Oui, mais vous êtes au pied de quelqu'un qui vous indique cela. Donc, il y a un minimum de confiance à avoir. Sinon, ça ne marche pas. Okay, Sinon, ça ne marche pas. Sinon, et c'est ce qui explique les sautes-moutons, on pourrait dire, d'un gourou à l'autre, parce que il y a toujours le doute, et si, celui-là est meilleur, etc. Mais ça n'aide pas à la fin. Ça n'aide pas. Et c'est ça que je dis. Il faut avoir un minimum de confiance en se sent plutôt en sa propre priorité. Et alors ça élira le guide à suivre. Sans doute. C'est tout. Est-il vrai que quand on a réalisé qu'on était réalisé, quand tout le monde est réalisé, il n'y a plus d'inquiétude? Une petite inquiétude peut apparaître ici ou là, ou une grosse selon les circonstances, mais c'est circonstanciel. Oui. Et c'est au jeu, c'est à l'humain que je vois. On ne va pas confondre l'inquiétude pour soi. Oui. Je sais que tu ne vas pas aimer tu me connais déjà si bien. Je me sais bien. Je me prépare là. Est-ce qu'on peut... Donc, moi je parle de moi. Hein. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent éveillés. Certains le sont d'après ce que je ressens authentiquement, d'autres le moins. En fait, il y a de tout, il y a de tout quoi, dans la nature. Parce que nous, moi j'ai dit ça parce que j'étais naïf, je croyais que ça y est, tous les éveils sont pareils, alors bien sûr. Différence, mais je comprends. Oui. C'est énorme. Et donc, moi j'ai vu qu'on peut parfaitement avoir une personnalité très névrosée et se prétendre éveillée aussi. Et c'est le cas de 99% des gens sur le marché. C'est d'après les études gourologiques. Tiens, mais ça, vous feriez fortune, c'est une nouvelle. C'est génial. Ça existe déjà, mais c'est très mal fait. Hein. Sarlo, machin, ils font ça. Mais si je fais ça, c'est sûr, je vais gagner beaucoup d'argent. Oui. Je préfère quand même trouver des kilomètres plutôt que d'écrire des guides Michelin, des guides. C'est le jackpot, 1 kilomètre. C'est vraiment gagner au jackpot, parce que sur les 300 que j'ai rencontrés... Non, parce que c'est votre propre recherche qui vous fait rencontrer ça. Et ça, en effet, pour celui qui est habité par ça, c'est une bénédiction, mais enfin, celui qui ne l'a pas, il se sent tout aussi béni, de toute façon. En fait, si la névrose est plus forte... Mais c'est quoi être névrosé? Être névrosé, je définis très clairement. Je suis peut-être parmi ceux-là. Qu'est-ce que c'est quoi être névrosé? Je suis parmi les plus équilibrés que j'ai jamais rencontrés. Oui, il m'a vu 1 heure. Il m'a vu 1 heure et voilà. Mais dis ça à tout le monde. Les jaloux. Tu demandes à notre dealer, il sait bien que quand je vais voir quelqu'un... Bon, alors revenons. Bon, quelle est la question? Si tu veux, bon,
évidemment, la personne névrosée, c'est simple. Il a un moi idéalisé, il a une image de lui-même. Oh, déjà. Il a un investissement narcissique sur l'image idéalisée. On parle de donc qui, là? L'orgueil. On parle je de... parle de la personne moyenne dans la société. En fait. Ah oui, d'accord. Mais l'éveil, en fait, forcément, ne dissout pas ces structures névrotiques. Et donc, sa survie coexiste avec un certain niveau d'éveil. Bon, niveau d'éveil, évidemment, on n'aime pas. Mais en tout cas, avec certaines pratiques spirituelles même très avancées. Bon, j'accepte. La question est la suivante. Donc, la névrose n'est absolument pas contradictoire avec l'éveil. Mais moi, je dirais, peut-être que ça va dans ce sens, que c'est certain que si on est pris par ce feu de recherche, il n'y a plus rien d'autre qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est comme un roc sculpté à moitié, ou un quart, ou un tiers, ou presque à la fin, mais on est imparfaitement sculpté, parce qu'on ne s'occupe pas justement de parfaire sa psychologie. Oui. Dans ce sens, je suis d'accord. Voilà. Oui, mais il y en a même qui sont assez courageux, qui disent qu'après l'éveil, ils ont fait une psychothérapie, par exemple. Moi, j'en connais de maîtres qui... Pourquoi est-ce qu'ils font des psychothérapies? Je sais pas. Pourquoi faire? Mais je ne vais pas le citer publiquement. Mais non, mais je n'ai pas besoin de nom, mais je veux dire, pourquoi font-ils une psycho? Parce qu'ils ont reconnu que la personnalité avait besoin de quoi? Ben pourquoi? Pour l'échec. Ben pourquoi? Enfin. Donc, si on a découvert que tout ça est bien pas réel, c'est ça que je dis. Pourquoi travailler dessus? L'amour du soi est bien plus intéressant. Donc, on est théoriquement d'accord dans la réalité. Si on arrive évidemment dans l'éveil ultime, il n'y aura pas... L'éveil ultime, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Voilà, je veux dire, un petit éveil, à quoi ça sert? Bon, il part, il vient... Voilà, mais bon, ok, tu as eu la chance d'avoir papazzi. Mais tout le monde a cette chance. Non, parce que nous, à Paris, on a des nanomètres, des Mais vous pouvez vous déplacer aussi, hein? Ça fait partie du feu de la recherche. Moi, je me suis déplacée jusqu'en Inde quand même. Bien fait. Mais oui, j'ai bien fait. Mais je veux dire, ça c'est... Ok, non, c'est pas grave. Tu ne veux pas nous dire quand même que, pour toi, par exemple, est-ce que ton expérience des réalisations, tu as vu ta personnalité changer ou se transformer? Malheureusement, non. Non, elle est pire. Elle est pire. Ah oui, alors ça, là, maintenant, ça rejoint ce que tu voulais me dire tout à l'heure à la fin, que tu n'as pas pu me dire. Je sens qu'il y a un lien, là. Oui. Vrai? Oui. Éventuellement, ça peut se mettre en colère. Il y a quelque chose comme ça. Mais oui, parce qu'il me semblait que pointe en toi cette idée que on n'entrera plus dans la colère. Ben non, j'y crois même pas parce que je l'ai vu ça au moment, même si tu l'as pas achevé, ça m'a permis de le voir et j'ai vu que c'était pas vrai. Mais donc c'est pour ça que je le nourris pas, ça. Alors maintenant, le fait d'être si imparfait ne peut pas être une excuse, parce qu'il y en a qui sont pas encore trop mûrs, mais se disent mûrs et disent « Oh, mais ne me jugez pas, je suis comme ci, comme ça. » Le comportement n'a aucune importance. Il y en a qui utilisent ça pour manipuler, comme excuse. Évidemment, je n'entre pas là-dedans. Il me semble, mais je l'ai pas rencontré, donc c'est pas une expérience directe que de dire ce que je vais dire. C'est pour ça que je dis il me semble, au risque de me tromper peut-être à 90%, qu'un Ramesh Balsekar, avec son doership, qu'il n'y a pas d'agissant, que quelquefois, ça par contre je l'ai entendu dire de première main, qu'il a eu des comportements qu'après, il semblait... Mais il a eu une belle réponse, je trouve. It just happened. Oui. Alors on se tait après, c'est tout. Ben oui. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver, bien sûr.
C'est marrant parce que c'est comme si qu'on voulait quelque part rendre le soi coupable de quelque chose. Il y avait comme un jugement, tu vois, par rapport à un éveillé, ses comportements. Donc la seule chose qu'on peut voir d'un éveillé, c'est ça, c'est la surface de ses actions, ou de ses paroles. Mais à l'ouest, ou partout même finalement, on a cet archétype du saint. Et on croit que l'éveillé est nécessairement un saint homme, un saint être. Et moi-même, j'avais ce idéal, moi aussi, qui est tombé grâce à l'indication de mon gourou. C'est une chose d'être un saint, un être tellement charismatique que finalement il ne fait rien pour lui, de merveilleux êtres, et la Terre en a besoin. Oh là là, cette planète en a besoin. C'est autre chose d'aller vers l'éveil. Et les deux? C'est tellement rare que... Vous me citez un exemple alors? Ramana Maharshi. Peut-être. Ananda Mahi, peut-être. Oh ben, on va pas citer de nom. Ah, ok, Raman, on s'arrête là. Mais c'est rare, c'est rarissime. En fait, le développement non harmonieux est tout à fait possible. Même le développement, on peut par exemple se développer sur le plan spirituel, par exemple, et puis être sur d'autres plans tout à fait sous-développés. Par exemple, moralement, on vient de parler de ça, par exemple, être moralement un nain et spirituellement avoir un certain niveau parce qu'on a eu un grand niveau. Je n'aime pas faire une généralité, mais il est vrai que si on ne travaille pas sur ce personnage, sur la psychologie de ce personnage, on est tous un peu handicapés. Bon, voilà, on sera des handicapés éveillés. Tout à fait. Exact, c'est ça. Des handicapés éveillés. Mais c'est une boutade parce que ça ne va pas ensemble. Merveilleusement, c'est mieux que j'espérais. Utiliser le mot. Oui, mais ça ne peut pas être une excuse. Non, c'est tout le problème, c'est ça. Est-ce que, en fait, le garant de l'équilibre du développement, en fait, c'est l'instructeur. Parce qu'on peut très facilement avoir un développement non harmonieux. Ça veut dire avoir, par exemple, être très sous-développé sur un plan, être développé sur d'autres, comme naturellement les gens sont. Il y a des gens qui sont émotionnellement plus matures qu'intellectuellement. Non, mais tout ça restera, ça restera pareil. Malheureusement, ça reste. En fait, c'est pas... Ou heureusement, tout est parfait de toute façon. Mais si, ça reste puisqu'on ne travaille pas là-dessus. On ne met pas son énergie là-dessus parce qu'on n'y croit plus à ces histoires-là. Du temps. Mais, je dois ajouter quand même une chose. Mais ça ne peut pas être un enseignement. Je dis des choses comme ça. Ce n'est pas un enseignement. Ce qui peut arriver à celui qui n'est plus pris par son mental, en tant que réalité, c'est qu'il y ait des vasanas, les tendances, qui diminuent, éventuellement disparaissent, mais ce n'est pas lui qui travaille dessus. Mais là, c'est peut-être vrai pour l'un, pour l'autre, ce ne sera pas comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de loi là. C'est la vie de ce corps qui a pris incarnation avec tout son bagage. Et bon, apparemment, si on cite Ramana Maharishi, il y a beaucoup de ces vasanas qui se sont simplement épuisés très jeunes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ça ne fait rien. Et surtout en Occident, parce que partout. Il y a une tradition quand même qui fait que bon, Ramana Maharishi c'est une exception parce que lui il n'avait pas de gourou, c'était la montagne, mais habituellement les gens ils sont dans une lignée où ils ont un maître en fait, comme Shankara qui cite the one who has a teacher knows, celui qui a un professeur il sait. Ça c'est quand même une phrase de Shankara qui veut dire en fait qui résume la tradition. Ça veut dire que
Donc l'instructeur veille veille que le disciple ne tombe pas. Ça dépend. Hein, si un disciple tout à coup se satisfait d'être à côté du maître et est fier d'être remarqué qu'il est toujours à côté du maître, il n'y a plus rien qui va se passer entre eux. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de loi dans tout ça. Mais quand même, je veux dire, il y a des garde-fous dans la tradition, parce que, par exemple, dans le pays traditionnellement, pour que quelqu'un se mette à enseigner, il faut l'autorisation du maître. Donc ici, les gens s'autorisent tout seuls à enseigner, n'est-ce pas? Mais oui, mais c'est bien là le problème de notre époque. C'est ça, exactement. Bien sûr. Ouais. Pourquoi pas? Je suis sensible au conseil d'aller au satsang. Et j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas citer les noms, mais en fait la question est vraiment pertinente, quoi. Ici, là, à Paris, vous nous conseilleriez d'aller au satsang de qui? J'ai rien contre vous, mais le Portugal est un peu loin. Tu sais qui vient ici, non, tu sais pas. Tu sais qui vient ici à Paris? Mais je suis pas du tout. Ben oui, c'est ça. Je vis dans la brousse, moi. Je suis pas très au courant. Il y aurait moyen qu'on vous déménage du Portugal? Si vous déménagez l'océan. On a un océan pas loin, là. Ouais. Et la pluie, je veux pas de pluie. J'ai beaucoup d'exigences. Écoutez, trop loin, vous exagérez quand même. C'est à 2 heures. En bateau. De toute façon, tu vas revenir, donc on va s'arranger un peu comme ça aussi. Hein. Et il y a YouTube aussi à notre époque. C'est extraordinaire d'avoir YouTube. Hein. Ah tiens, vous nous conseillez puis d'écouter. Honnêtement, j'ai écouté plusieurs Mais vidéos. je trouve que c'est formidable. Vraiment. Non, parce que ça pourrait être, ah ben non, mais il y a quelque chose qui se perd à travers le média, quoi. C'est pas la Non, même mais chose ça qu'un de contact toute direct. façon, vous le verrez vous-même si à un moment donné, vous avez quand même envie d'être physiquement là. Mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire de garder contact par le YouTube. C'est formidable. Et au Portugal, vous parlez en français ou en anglais? En anglais. On comprend bien son anglais. Mais si tout d'un coup il y avait beaucoup de Français qui se déplaçaient et que tu en avais connaissance, je suis sûr que voilà, ça se ferait spontanément et naturellement. Moi, jusqu'à présent, et ça fait quand même depuis 98 que j'enseigne, je n'ai vraiment pas beaucoup de Français. Parce que probablement ils ne comprennent pas l'anglais. Essayez d'apprendre un petit peu l'anglais. Parce que c'est tellement difficile de traduire. C'est difficile, ça va trop vite. Ben voilà, je peux venir à Paris. Est-ce que tu veux faire une petite pause? C'est comme vous voulez. Oui, vous voulez une pause? Oui, on voulait le Mais pas trop longue. Hein. Oui, 5-10 minutes. Oui, oui. Non, j'ai une petite question. Est-ce que quand on a réalisé qu'on a été réalisé, comme c'est votre cas, ton cas, je sais pas, est-ce que cette idée de séparation n'existe plus et qu'on sent cette unité? C'est-à-dire que ce sont des questions qui ne se posent plus. Ah, Autant elles étaient importantes avant, autant ça ne se pose plus. Alors, honnêtement, je ne réponds pas. d'accord. Voilà, petite pause.
j'ai l'impression que toute question est vaine. Pourtant, ça monte quand même. Posez-la. C'est par rapport à... Je me sens séparée. À cause de cette question, vous vous sentez séparée. À cause de la question? À cause du fait que vous agrippez la question comme essentielle ou très importante à résoudre, vous vous sentez séparé de vous-même. Le fait d'agripper cette question qui semble très importante, ça veut dire pourquoi est-ce qu'elle semble très importante? Parce que il est possible qu'il y ait une solution à entendre. Or, la solution ne sera jamais portée par le monde. Donc, la solution est de ne pas agripper quelconque question, même si j'encourage ceux qui ont des questions fortes à les poser, parce que de toute façon, je les renverrai à eux-mêmes. Parce que ce n'est pas la peine non plus d'avoir une question, ok, ici on ne peut pas la poser, mais elle est dans un tiroir et je la reposerai autrement. Non. Mais si on peut ne pas la poser parce qu'on a réellement vu que ce n'est pas comme ça que l'on ne va pas se sentir séparé, alors il faut la poser. Maintenant, vous avez vu? Oui, pourtant, j'encourage, vraiment j'encourage, parce qu'un silence circonstanciel ne va pas aider. Il vaut mieux vider son sac, quitte à ce que je ne réponde pas, mais ça c'est mon affaire. Pour celui qui pose la question, c'est un peu la sienne. Quoi? Celui qui pose la question, quoi? Vous dites, si je ne réponds pas, c'est mon affaire. Oui. Pour celui qui pose la question, c'est un peu la sienne. Parce qu'il se dit... Ah ben non, mais ma non-réponse sera la réponse. Est-ce que vous faites une différence entre être vu et être compris? Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Je vous demande ça parce que quelquefois, enfin même souvent, on peut dire souvent, enfin ça n'a pas tellement d'importance, que ce soit souvent ou pas ou quelquefois, il me semble avoir compris quelque chose, mais je me dis, mais est-ce que c'est ça être vu quand les maîtres disent être vu? Est-ce que c'est ça? Mais je ne connais pas cette expression. Être vu, je ne connais pas. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Donc je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Tout à l'heure, en parlant de vous, enfin, non, d'abord, pardonnez-moi. Oui. Vous avez dit qu'il était important de venir au satsang. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit. Et en parlant de vous, en répondant à quelqu'un, vous avez dit vous êtes au pied du maître, en vous référant à vous. Ah non, non, je me réfère. En venant au pied du maître. Je vous assure, vous l'avez dit. Ah bon. Oui, oui. Alors c'était un lapsus. Non, non. Non, non, mais bon, c'est okay. Que je voulais arriver à autre chose. Dites-moi. Je trouve anormal, dans la mesure où vous vous présentez comme un maître qui introduit un satsang, qu'on ne vous salue pas vraiment en commençant le satsang, parce que nous ne posons pas l'acte de parler au maître et de recevoir la réponse du maître. On finit par dialoguer avec vous comme si vous étiez une camarade, et je trouve ça qui n'est pas bon pour l'enseignement, pour l'élève. Vous savez que il est vrai que je ne me prends pas pour un maître, pourtant j'ai cette force que ce qui est indiqué est juste. Bon. Ce que vous dites
peut être vrai. Pour certains, il y a cette difficulté, s'il n'y a pas un minimum de décorum, de prendre celui qui est là, quoi, pour un camarade. C'est une sœur sur le chemin. Et, bon, pourquoi pas, mais ça peut être un obstacle. C'est une aide, pour moi, c'est une aide d'avoir un respect particulier pour celui qui nous transmet la vérité. Mais oui, vous avez raison. Moi, mon maître, je ne l'ai jamais confondu pour être autre chose que mon maître. Même si, et je suis vraiment bien placée pour le dire, j'ai eu d'autres relations qui étaient complètement secondaires. J'avais rencontré mon maître parce que j'avais besoin d'un maître. Et ça, c'est toujours resté dans ma vie. C'est très vrai. Merci. Oui, je vous remercie. Pendant que tu étais avec, le temps que tu as passé avec Papaji, est-ce que tu as jamais vu qu'il refuse un disciple? Il dit non, tu n'es pas apte. Bon, ça ne se passait pas comme ça. Ça se passait, mais ça ne se passait pas comme ça. Ok, je veux dire, ça ne se passait pas. Il en disant pas, ces choses. Pas de cette façon-là. Parfois. Il renvoyait au monde ou ailleurs. C'était rare. C'était toujours très parfait. Merci pour la réponse. Maintenant, je vais dire pourquoi je pose cette question. Apparemment, ça fait rigoler les gens. C'est ma question, c'est pas de vôtre. Hein. Vous avez le droit de rigoler, mais permettez-moi de vous poser ma question quand même. Donc, si le maître refuse, dans la Dvaita traditionnelle, on sait que le maître effectivement filtrait. Il n'acceptait pas n'importe qui comme disciple. Au moins dans la Dvaita traditionnelle, il s'est écrit Je peux dire un mot, et puis vous reprenez. Mais voyez vous-même, ce qui est dit ici, ça ne peut pas être tellement attirant pour un mental qui est encore dans la découverte du monde et dans la recherche d'atteindre des choses. Ça ne sera pas apprécié. Donc je trouve que naturellement, d'ailleurs naturellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas foule, parce qu'après tout, il pourrait aussi y avoir foule. Non, mais je dis ça parce que c'est important. Donc il y a une attraction naturelle ou une non-attraction naturelle qui se passe. Hein. Oui. Pourquoi alors le maître il refusait certains disciples? C'est parce oui, mais moi j'étais pas là quand ça s'est passé. Non, là j'ai une question qui est très, très précise. Je donne le cadre pourquoi c'est venu cette question. Parce que, en fait, si on présente, on fait un vrai travail de dialogue véritable, en fait ce qui se passe, c'est que les vasanas, ce qu'on pourrait appeler les karmas, les conflits intérieurs, tout ça, ça remonte à la surface. N'est-ce pas? Ah, voilà, merci. C'est la sourire. Donc tu sais de quoi je parle. Tout ce qu'en Occident on appelle inconscient, c'est comme si la trappe s'ouvrait, d'un seul coup le contenu surgit. Comme disait mon maître, tout ce qui apparaît, il ne faut pas le refouler. C'est pour disparaître que ça apparaît. Ça doit apparaître pour vous quitter, mais il faut le laisser partir, évidemment. Non, la question c'est que, effectivement, dans l'Advaita, on ouvre la porte là, tous les conflits montent à la surface, si on est en présence d'un travail véritable. Après, le maître d'Advaita dit, ok, bah, maintenant c'est ton affaire, débrouille-toi avec ces conflits, parce qu'il ne va pas... Mais non, il ne dit pas ça. Non, mais c'est parce que le niveau d'énergie, quand il monte... non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolée. Je parle avec mes propres mots, d'accord? Je ne sais pas quel mot tu utilises, mais je te parle de mon expérience. Donc je viens ici, avec le travail qui se fait, effectivement, on peut devenir conscient ou des conflits peuvent monter, des samskaras peuvent devenir visibles ou se manifester, même des samskaras cachés. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces samskaras qui montent? Il faut garder fermement les pieds de son maître dans le cœur. C'est une image. Il n'y a que ça qui sauve
de retomber dans cette grande affaire. Ça veut dire, en fait, bien que Donc, il faut garder contact avec le maître, c'est ça que je dis. Bien que le moi séparé soit une illusion, il est quand même... Il faut un moi séparé, c'est une illusion souple et forte pour qu'il puisse gérer tout ça. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'était pas la raison pour laquelle, dans la tradition, on filtrait les disciples? Parce qu'un disciple peut devenir psychotique s'il y a trop de contenu qui monte. Un disciple qui vient psychotique, s'il se jette aux pieds du maître quand il est psychotique, ce sera une expérience qui va le quitter. Ce qui est dramatique, c'est que souvent, et ça c'est l'air du temps, souvent, comme il y a beaucoup plus d'enseignants qu'auparavant, donc on passe d'un enseignant à l'autre, ils disent tous la même chose, ce qui n'est pas vrai. Et alors, finalement, on reste seul avec des choses avec lesquelles on ne peut pas gérer. Tandis que si on suit quelqu'un, bien sûr, après avoir vu si c'était celui-là qui convenait, au moins, on reste là. Et comme disait mon maître, ça veut dire qu'on est rentré dans le train et ce n'est pas le passager qui va s'occuper de la direction du train. On fait confiance. Mais pour ça, l'étudiant doit garder le contact le plus intime avec cette direction. Ganga, pour garder le contact avec vous, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il n'y a rien à trouver? Alors, vous avez besoin du contact avec moi pour rester avec non, ça? Justement, après, le phénomène qui intervient chez moi après, c'est de vouloir le faire durer, cette ouverture ou cette compréhension par une phrase, un mot. Oh non, tout ce que vous voulez faire durer, ça veut dire qu'il y a danger que ça disparaisse. Ouais. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas disparaître. Mais c'est ça le contact. Ouais. Vous avez quelque chose qui surgit, vous me posez la question, je vous renvoie à vous-même. Vous voyez, c'est ça le contact. Et la confiance, c'est quelque chose qui est une évidence. Qu'est-ce que je pourrais dire? Elle est automatique quand on a trouvé celui ou celle, c'est la forme, ça, mais ce qui convient. Sans doute, pas de doute. C'est automatique. Ou bien, si ce n'est pas automatique, il faut poser la question à quelqu'un qui enseigne. Je veux dire, il faut s'aider. Il faut s'aider. En fait, les satsangs, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est un satsang? Justement, cet espace qu'on s'offre à soi-même pour pouvoir se dégager de ce à quoi on croit. Et donc, c'est le droit de chacun d'essayer de se dégager, de poser des questions, de toutes sortes. Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes de manières. Sinon, le satsang est tout aussi peu réel que tout le reste. C'est un événement dans le temps. Mais la particularité unique comme cette question subjective, mais qui suis-je, c'est que ça indique la porte de sortie du mental, qui en fait, c'est une image encore, parce qu'on n'a jamais été éloigné de soi. Oui, si je pose cette question, parce que je suis de ceux qui
qui cherche depuis longtemps et qui passe d'un enseignant à un autre. Ah oui. Avec des moments assez longs, avec la conviction d'être au bon endroit, et puis le doute, et puis je dirais le changement de direction. Mais est-ce que vous exposez votre doute à l'enseignant, ou bien vous écoutez votre doute et puis vous allez ailleurs? Non, je le transmets. Après, c'est comme une période où je cherche et je ne sais pas encore où ça va aboutir, disons. J'ai quitté un enseignement que je suivais depuis 20 ans, et puis ça m'apparaît juste, et ça paraissait juste dans l'échange. Et puis maintenant, je suis comme en recherche avec... Et pourquoi vous avez quitté cet enseignement? Parce que j'avais l'impression d'être dans une impasse par rapport à... Mais l'enseignant ne pouvait pas enlever cette impasse? Non, ça lui a paru juste que... Bon, ben alors il faut chercher ailleurs. C'est votre droit d'être libéré de ce qui vous encombre, hein, bien sûr. Alors elle est où cette impasse? Vous êtes coincé où? Dans le fait de croire que j'existe. Ben oui, exactement. Donc, vous savez exactement, tu sais exactement où tu te bases. J'existe. Je sens que j'existe. Tu parles de quoi quand tu dis ça? Si tu objectifies? Un manque. Parce que je sens qu'il y a autre chose, que c'est enfermant. Oui, mais c'est un manque qui se ressent où? Je vais t'aider. Il y a deux possibilités qui sont en fait la même chose, mais on ressent quelque chose, soit dans le corps, soit dans le mental. Et moi, j'inclus les émotions et tout dans le mental. Mais autant dans l'un que dans l'autre. Ben oui, d'accord. Oui. Mais justement, or, l'indication est, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Donc, comment ça se fait que tu donnes de la valeur à cette expérience? C'est parce que tu crois encore, tu n'écoutes pas ce qu'on t'indique. Tu peux pas l'entendre. Ah ben oui, tu peux pas l'entendre. Mais pourquoi? Ça va te délivrer de l'impasse, tu te crées ta propre impasse. Parce que je sais pas où aller. C'est comme si justement, quelle joie, il faut aller nulle part. Déjà, tu es allé quelque part, c'est ça ton problème. Tu es allé dans l'impasse. Ouais, personne qui t'a obligé, hein. Il n'y a nulle part à aller. Enfin, il y a nulle part où aller. Avant que ce soit en... Tu n'écoutes pas, tu ne laisses pas. Tu sais, les poules, quand elles boivent, hein, elles font comme ça. Glou, 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 glou. Glou, glou, glou. Il y a un moment où elles doivent avaler. Tu n'avales pas. Tu écoutes, tu avales, et puis on verra. Tu n'es pas ce que tu peux ressentir, tu n'es pas ton mental, tu n'es pas ton corps. Va dans cette direction. Et tout ce que tu ressens pendant que tu vas dans cette direction, tu fais fi, tu ne fais pas attention à ça. Tu as fait attention toute ta vie à ça. Ça t'a perdu. Tu ne fais pas attention pour une fois, ne fût-ce qu'un moment. Ferme. C'est ça la direction. Tu restes tranquille un moment. Est-ce que tu peux nous parler de cette apparente contradiction
de ce qu'on peut entendre parfois, justement, de se pointer vers tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Oui. Et en même temps, de vivre consciemment ce qui est perçu, c'est-à-dire d'être pleinement conscient des sensations, des pensées, des émotions. On n'est pas obligé d'être pleinement conscient. C'est ça. Parce que alors l'énergie va dans cette direction du corps et du mental. Tandis que quand on dit je ne suis pas ce corps et je ne suis pas ce mental, même si c'est le grand scandale pour le mental, mais bon, c'est l'expérience du mental qui ressent un scandale. Tous ces arguments vont venir et alors qu'est-ce qui se passe avec ce corps? On n'écoute pas. Pour une fois, c'est vraiment une question de fraction de seconde. Pour une fois, on n'écoute pas son mental. Et puis on voit ce qui se passe. Et puis alors, on peut peut-être dialoguer pour voir ce qui s'est passé. Mais on ne laisse pas cet instant. On le remplit tout de suite. Parce qu'on a l'habitude de vivre comme ça, de vivre en suivant tous les mouvements. C'est ça la vie en fait, cette effervescence de création. Mais par le satsang, on commence à comprendre que peut-être que l'essentiel se passe là où tout ça surgit. Donc en fait, pour laisser cet espace, il faut justement quitter le fait d'être conscient de ceci, de cela, qui était une pratique d'ailleurs très positive pour la vie, je dirais, mais qui est un obstacle pour l'éveil. Tu vois ça? Tu ressens ça? Cette direction-là. Oui. Parfois, le surgissement est tellement fort, que ce soit sous forme de pensée ou que ce soit exprimé physiquement, qu'il... personnellement, il y a vraiment une tendance vers la manifestation, de se laisser emporter, soit par le flot de ce qui est de l'ordre de la puissance de la pensée. Ça ne fait rien. Il y a bien un moment donné, si vraiment c'est le soi qui attire et qu'on a compris que c'était finalement là où il y avait la paix, que vous allez vous réveiller. Alors rien ne s'est passé. Ça fait rien. La vie continue tant qu'il y a ce corps. Maintenant, si ça fait, et alors on en fait une histoire, et ça ne devrait pas être là, et alors ça devient très compliqué. Non, oublie. Celle-là, il t'a semblé que tu as été perdu ou identifié ou que sais-je, au moment où ça disparaît. Mais qui suis-je? Il n'y a rien qui s'est passé. Ça s'est passé dans le corps, dans l'esprit. Et ça peut prendre des forces énormes. Et alors? On ne va quand même pas avoir ce concept que les souffrances apparaîtront, mais ce sera très peu de souffrances, très peu de ceci. Non! Oui. J'aimerais revenir un petit peu sur la notion d'obstacle à l'éveil. Alors, par rapport à des activités comme plus cultivées, le théâtre, etc., j'ai l'impression que ça ne prend pas tellement les obstacles. Les obstacles, si on ne s'attache pas à ces choses-là, confirmer éventuellement. Mais qu'en est-il des activités liées au corps, directement au corps physique, et notamment activités sportives, activités sexuelles, voilà. Est-ce que ça peut être un obstacle dans certains cas? Ce n'est un obstacle dans tout ça, ce n'est un obstacle que si c'est une manière de combler son mental parce qu'on a peur de quelque chose. Ce n'est pas un obstacle si on sait très bien la nature de ces choses. Si ça participe à un équilibre
Oh non, mais parlons pas d'équilibre. Enfin, moi, j'ai jamais dit que on va atteindre. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de. Je suis un peu équilibrée, mais je suis pas un modèle d'équilibre. Je veux dire, ça n'a rien à voir. L'équilibre. Ce sont des notions, vous voyez. Alors, on se perd dans les notions. Ce qui est vraiment fait naître le déséquilibre aussi, après tout. Et l'équilibre, parce que ce qui apparaît, c'est la dualité. Donc, nécessairement, il y aura équilibre, déséquilibre, ceci, cela. Quelqu'un aura la chance d'être équilibré peut-être, l'autre sera déséquilibré, mais tout est bien. Pour ce qui est réel. Parce qu'il s'agit de ce qui est réel, en fait, un satsang. On ne s'occupe pas du reste. Même si le reste n'est pas mis quelque part, tout est inclus. Mais si on ne s'occupe pas de l'essentiel, quand s'occupera-t-on de l'essentiel? Donc il n'y a aucun obstacle, si ce n'est que, si vous vous confondez pour être « Oh, je suis un champion du sport, et si et ça », ou bien « Oh non, je devrais atteindre ça, ça me ferait du bien dans mon ego », ça c'est différent, ce sont des histoires alors. Hein? Oui. Mais si on veut si on s'amuse à avoir un beau muscle et tout ça, ben on s'en fiche. Hein, je veux dire. Non, mais enfin, je parle toujours de façon un peu par blague. Oui. Après la question de ce matin, votre réponse m'a beaucoup aidé à propos de l'observateur, parce que là, j'ai vraiment ça a volé en éclats, quoi. Et donc là où j'en suis là, c'est le mental et la personnalité qui me vient caracolent comme ils veulent, je dirais. Voilà. Donc il y a eu un effet libératoire, c'est sûr. Est-ce que vous pourriez m'indiquer une direction afin de revenir finalement à la maison, je dirais, davantage? Non, mais vous êtes à la maison, oui, là. c'est sûr. Mais, donc il ne faut pas revenir. Hein. Donc je reste là. Vous restez là. Le seul, je dirais, maintenant, il faut être vigilant, parce que les forces, comme c'est très frais, les forces de l'habitude sont ne pas à mépriser, elles sont considérables. Donc, une vigilance. La vigilance, ok, je vois très bien où ça se passe. Et quand ce n'est pas nécessaire même de dire cela, on reste tranquille. Oui. J'ai besoin de savoir où j'ai atterri. Oui, notamment. J'ai de la peine à savoir si j'ai atterri, si il y a 2-3 phrases que tu as dit, si je suis devenu quelqu'un qui ne cherche plus, ou si le mental a un peu abdiqué. Le mental a abdiqué. Oui. J'ai écouté un satsang de toi il y a 2-3 mois. Et tu as dit, il y a une phrase qui a fait tout d'un coup de tilt après ton dernier. Comme ça. Oui. Tu avais répondu à quelqu'un, je ne sais plus quelle était la question, mais tu as dit, qui demandait c'était quoi la source. Tu as dit, la source, c'est de là, toute ta question vient, et là où elle disparaît. Oui. Et j'ai entendu ça, et les questions se sont dissipées. Mais presque la recherche, c'est un peu dissipé, comme tu dis. Et ça m'a paru tellement simple. Oui. En parlant, je me rends compte que ce mental est en train de se dire que c'est trop simple pour être vrai. C'est pour ça que je dis, au moment où c'est le moment de rester tranquille, il ne faut pas agripper une seule pensée, parce que, et tu le vois très bien, le mental va dire, c'est trop simple, comme c'est ennuyeux, ce n'est que ça. C'est parce que le mental n'a pas la possibilité de concevoir, alors il conçoit tout négativement, ou c'est rien, etc.
Donc, tu vois. C'est très juste de voir, parce que tu es allé dans ta pensée, tu l'as un petit peu suivi, il y a un doute qui est là. Donc en fait, tu n'es pas resté tranquille. Mais ça ne fait rien, parce que maintenant tu le vois. En fait, soit tu pourrais être ferme comme un roc. Pas dans ton corps, pas dans ton mental. Sois radical, parce que tu sais, moi je ne prendrai pas le risque de suivre une pensée. C'est un grand risque. Oui. Suite aux indications de ce matin, j'ai senti il y avait comme un repos à aller derrière la dualité bien-être et mental. Et puis je vois déjà le mental est en train d'essayer de récupérer. Je dis, mais est-ce que tu es sûr là, que tu es derrière, que tu n'as pas créé un autre truc? Je suis ébloui de sa rapidité. Et en même temps, j'ai l'impression de naviguer des fois dans son doute et des fois de me poser. Mais alors là, désolée de me répéter, mais c'est un moment privilégié où justement il faut exercer, ne me demandez pas qui exerce cela, une vigilance extrême parce qu'on n'a pas envie de rater cette occasion. On l'a recherchée toute sa vie. Donc, ne pas se permettre d'aller dans le mental un moment. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas une pensée exceptionnelle qui échappe à ce régime. Alors, bien sûr, tout ça va disparaître par soi-même. Mais tant qu'il y a cette possibilité de doute, non. C'est là que je dis non. Il faut connaître le prix de cela, vous voyez, parce que c'est sans prix. C'est sans prix. C'est ça, en fait, qui est recherché. Mais comme ça ne se représente pas par quelque chose, on n'est pas ébloui. Mais celui qui en a bavé, il commence à vraiment voir que c'est seulement là qu'il y a la paix profonde. Parmi ces pensées du mental, je me rends compte qu'à l'endroit de je traîne avec moi une question depuis longtemps. J'ai l'impression de ne pas avoir d'initiative intérieure. Dans ma vie courante, j'ai des milliers d'initiatives, sûrement trop. Ma tête a plein d'idées, tiens, il faut faire ça, il faut mieux comme ça. Et au moment de cette tranquillité, effectivement, une des pensées qui veut absolument s'exprimer, c'est en gros, mais file-moi la main, toi t'as pas d'idée, tu sais pas quoi faire, moi j'ai des tas d'idées. Je ne comprends pas l'expression file-moi la main, ça veut dire pardon, laisse-moi faire. Je suis pas sûr, mais comme si mon mental voulait reprendre la main, reprendre la direction, bien sûr direction des opérations, avec l'argument qui n'est pas idiot. Toi, la tranquillité intérieure, t'es gentil, mais tu ne fais rien, t'as aucune idée, t'as aucune initiative. Mais bien sûr, c'est le mental qui se base. Qu'est-ce qu'il connaît le mental? Le temps, donc le passé. Il va présenter des choses du passé auxquelles vous êtes très sensible. Les pièges du mental. Il ne faut pas aller là-dedans. Combien de fois vous allez être piégé? Est-ce que ça vous a servi? C'est la première fois que je le vois. Ça. Ah, mais c'est magnifique, et que ce soit la dernière. En revanche, cette espèce d'impotence intérieure,
Une impotence intérieure, enfin, ce sont des grands mots qui vous impressionnent, vous. Mais non, ça n'existe pas. C'est pas absurde quand même d'avoir cette impression. C'est-à-dire que dans la tranquillité dont on parle, où il ne faudrait pas se laisser happer. Mais c'est pas absurde, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas absurde. Eh bien, c'est pas absurde. C'est une pensée. Ah oui, oui. Mais il faut pas aller là-dedans. Sinon, c'est pas absurde, et ceci et cela, et ça y est, on est reparti, mon kiki. Non, il faut pas aller dans la pensée. Une fraction de seconde. Mais ça, quand je suis avec moi-même, je me le dis jamais que c'est absurde. Là, c'est pour pouvoir échanger. Oui, là, mais c'est que c'est dans l'inconscient quand même, hein, s'il sait échanger. C'est une pensée qui est là, latente. Donc, je suis très contente de pouvoir vous montrer que c'est une pensée. Donc, ne vous faites pas piéger par aucune pensée. Il n'y a aucune pensée réelle. Il n'y a aucune pensée qui pourra vous dire ce qu'est le réel. Même si elle prétend, mais c'est prétendante. Bien sûr, oui. Mais la pensée a de l'initiative, on est d'accord, hein. Oh ben, oui, l'initiative de vivre, de mourir, de faire ci, ça, mais bien sûr. L'initiative est dans le temps, c'est un mouvement. Et cette tranquillité à laquelle vous nous appelez, est-ce qu'elle a de l'initiative, elle? Elle crée les initiatives et les fait mourir en elle-même. Comment dire? Parce que dans cette tentative, regarder le surgissement de la pensée et son déroulement le fait tomber. Il y a cette tranquillité. Effectivement, je suis happé par je dois tenter autre chose que simplement avoir vu mourir la... c'est une pensée, c'est l'agitation du mental qui revient au galop parce qu'il ne veut pas que vous le lâchiez un instant. Il est tellement jaloux, même un instant, il ne veut pas. Mais oui, parce qu'il est nourri par ce quelqu'un qui le suit. Alors là, ce sera vraiment l'inconnu. Je sens que depuis le début du satsang, comme une activation très forte, un retour, et retour à cet espace de tranquillité, mais est-ce bien cela? En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un mouvement qui désire durer, qui est toujours là à revenir. Ok. Oui. Et je sais que, bien sûr, je goûte, encore une fois, à un espace de tranquillité, quelque chose de l'ordre de la tranquillité, où par ce mouvement, je m'éloigne, ou je tente de m'éloigner à chaque fois du mental qui revient. Et en revanche, il n'y a que ça. Et je ne retrouve pas quelque chose de substantiel qui pourrait me reposer, qui pourrait me... Il n'y a que ce mouvement-là. En même temps, il est très satisfaisant. Je me sens très vivant, je me sens... il y a quelque chose qui est animé, comme je dis, qui a envie de... Et donc, il y a cette question de... Est-ce que... Voilà, il n'y a même pas de question, je dirais. Je sens que c'est de ça qu'il s'agit. Poursuivre. Non, je dirais que c'est la direction, c'est la bonne direction. Mais si tu aimes ce mouvement, tu vas rester dans le mouvement. Et si tu fais confiance au mouvement, maintenant il est gentil, parce que tu es dans ces circonstances qui parlent de ceci, et tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, mais un jour, il va simplement t'amener sans te revenir. Moi, je ne fais pas confiance à quelconque mouvement, parce que c'est du mental. Ça se fait.
Ça se fait parce que tu le regardes. Il y a bien quelqu'un qui anime, qui nourrit ça. Qui revient toujours. Ah ben, mais qui a jamais quitté, hein, en fait. C'est pour ça qu'il est là. Alors, mais tu aimes trop ce mouvement. Alors, je peux rien dire. Si tu sentais que c'était ça un obstacle qui te rend pas vraiment tranquille, alors je pourrais te dire quelque chose. Oui, c'est un peu ça. La question, c'est que je ne trouve... Ce qui n'est pas tranquille, c'est qu'il n'y a pas rien sur quoi je m'appuie. Mais pourquoi voudrais-tu avoir quelque chose sur quoi t'appuyer? Ben, je ne trouve rien. Mais il n'y a rien à trouver. Ben, c'est mon intranquillité, elle est là. Le mental est très inconfortable. Il est très intranquille parce qu'il ne trouve rien, mais n'en fait rien, laisse-le mourir, d'où il a surgi. N'en fait rien, je conçois. Oui. Combien de temps il va rester? Combien de temps va rester cette intranquillité? Si tu n'en fais rien, cette intranquillité apparaît, disparaît. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelqu'un s'y attache, s'y accroche. Où es-tu là maintenant? J'avais l'impression d'avoir disparu. Date de cette direction. Oui. Est-ce que le monde... Le monde, c'est la même chose que le mental. Donc si le monde... Donc, est-ce que le monde personnel, c'est le mental, ou c'est le monde tel qu'il est, c'est le mental? Le monde réel, c'est le mental. Tout est le mental. Alors là, je viens te reprendre ce que tu viens de dire. Moi, je veux bien. La seule phrase que j'ai notée, Elle est de loin. Le piège le mental, c'est le piège du passé. Donc, le monde, c'est le piège du passé, en fait. Mais bien sûr. Le monde. Oui, le monde. Donc, mais tu le monde pour aller dans le réel. N'est-ce pas? Tu te demandes? Donc, il faut quitter le monde. Le monde, c'est le piège du passé. Mais non, parce que ce corps et ce mental appartiennent au monde. C'est ça que j'allais dire. Tu as oublié d'inclure je. Ce je. Le jeu égale le mental égale le monde. Mais oui. Ok. Mais oui. On est d'accord. Donc, en ce moment-là, la seule solution, c'est quitter le monde, quitter le jeu. Mais non. Non. Pour aller. C'est quitter la croyance que je suis quelqu'un. Que ce je est quelqu'un. Parce que quand on dit je, c'est pas innocent. Est-ce que tu dis je tout seul? Anna, essaye de voir. Non, tu dis je, moi, je, cet homme, etc. N'est-ce pas? Donc c'est déjà un je recouvert d'un concept. Il y a déjà un vêtement. Ok, ça c'est... Donc, pour toi, le monde tel qu'il est... Tel qu'il paraît. Tel qu'il paraît. Ok, oui, c'est la même chose que le monde personnel. Parce que le monde personnel, je comprends très bien qu'une fabrication mentale, c'est conditionné par mes expériences personnelles. Mais le monde, oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que quand je se réveille, le monde se réveille. La preuve, c'est que je dors, je est dormant, et le monde est dormant. C'est pour ça qu'on dort si bien d'ailleurs. C'est qu'il n'y a plus ces relations, il n'y a plus du monde. Hein? Que devient l'orgueil ou la fierté dans cette histoire? Ça veut dire, est-ce qu'après la réalisation, l'orgueil est une construction mentale? C'est en fait l'image qu'on a de soi-même, n'est-ce pas? Voilà. Évidemment. Voilà. Hein. C'est l'image qu'on défend auprès des autres, surtout. Oui, surtout, oui. Donc je comprends que
la connaissance expérientielle du réel, effectivement, ça n'a aucun sens. L'orgueil ou la fierté, ça n'a aucun sens. Ni son contraire, l'humilité. Ni l'un ni l'autre. Je comprends ça. Mais est-ce que quand, dans la vie quotidienne, post-éveil, disons, il y a une expérience quelconque de l'orgueil ou de la fierté, ou est-ce qu'il y a une fierté saine et il y a une fierté pathologique? Tout ce qui surgit ne pose plus question. C'est ça qui est remarquable en fait. Alors, parce qu'il n'y a pas d'image à défendre, donc on apparaît comme ci, comme ça. Ça ne pose plus question parce que ça a été démystifié. Ok, ça a été démystifié, je suis d'accord. Mais par exemple, toi, si ça t'arrive pas d'être blessé, par exemple, dans ton amour-propre? Mais si l'amour-propre, j'en sais rien. Mais si je suis blessée, disons, si je suis blessée quelque part, c'est une expérience qui apparaît, qui disparaît, base, pas d'histoire. Hein. Parce que, par exemple, si dans la Meshfarmara, je dis que l'orgueil et l'ego, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose. Il faut dire que oui, oui. Donc, c'est l'obstacle. Est-ce que tu es d'accord? Donc, est-ce que cet orgueil, c'est l'obstacle vers la réalisation? Mais oui, parce que qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil premier, c'est de dire je suis quelqu'un. C'est de l'orgueil quand même. Je suis quelqu'un. Oups là, je suis né. Bon. Ouais, il y a un problème, c'est que alors comment se fait qu'il y a blessure qui se produit? Si je comprends, je ne suis pas personne, comment se fait-il que l'expérience de la blessure se produit même après la compréhension? Mais c'est blessé dans la psyché, dans une psyché qui continue à vivre parce qu'il y a encore des vasanas du passé. C'est le karma qui traîne. En fait. Bon, on peut dire, oui, je n'aime pas beaucoup employer les mots karma parce qu'alors on doit commencer à expliquer, etc. Mais bon, ça fait rien pour la phrase. On peut dire, oui, c'est des karmas qui se terminent jusqu'à ce que la mort arrive et puis voilà. Alors, si on ne se balade pas avec un bagage de croyances, ben c'est tout, quoi, je veux dire, c'est fini. Merci. J'aimerais savoir comment s'éloigner du mental, s'approcher de la tranquillité face à la souffrance. Bon, ici je crois qu'on doit voir je vais donner un but à ma vie, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux m'occuper de la souffrance du monde, qui peut être très concrète, hein, ça peut être tout de suite là, près de soi, ou, bon, je parle de priorité, hein, où j'ai besoin, je dois réaliser ce qui est réel, ce que disent les sages. Hein, il y a comme deux recherches là. Il y en a une qui se situe dans le monde, qui est tout à fait admirable, et il y en a une qui se situe en dehors du sujet. Alors, selon ça, les approches sont différentes. Maintenant, comme je dis toujours, moins on a d'orgueil, peut-être mieux on aide, peut-être. Qui sait? Et de toute façon, je crois qu'un être naturel réagit aux circonstances. Évidemment, s'occuper de la souffrance du monde, ça c'est un idéal, c'est une utopie. Mais s'occuper d'une souffrance qui se présenterait devant soi dans les circonstances, eh bien la réaction se fait, je veux dire. Hein? D'accord? Ces notions de réel, pas réel, ça tombe. Au final.
Non, non, ça n'existe pas. Mais il faut bien avouer que quand il y a encore quelqu'un, s'il n'y a pas ces indications, alors quoi? Parce qu'il y a il y a eu dans l'histoire un enseignant, sans doute plusieurs, mais un connu, qui s'appelle Dakshinamurti, qui enseignait par le silence. Donc il ne parlait pas de source, de ci, de ça, mais je ne crois pas qu'il ait eu, qu'il soit mieux compris, parce que le silence, il faut encore le comprendre, le silence des sages, hein. Je vois un effet étonnant du satsang. J'ai toujours appelé ça tentative de retour intérieur, et je crois qu'ici on appelle ça tranquillité. Effectivement, ça bouge. C'est-à-dire, il y a tellement de façons de l'envisager, de questions, d'indications, que je sens que ça bouge, alors que justement je m'épuisais ou je râlais de toujours tenter la même chose. C'est assez étonnant. Je crois que j'aurais pas osé l'espérer en fait. C'est une alchimie étonnante. C'est une sorte d'épuisement du mental, de ta recherche, des questions. C'est un peu comme automatique. Il y a une question qui monte, ça se voit rapidement, automatiquement. Parce que tu préfères être tranquille. Tu as commencé à préférer être tranquille, en voir la valeur totale. Oui. En vérité, Ganga, comme ça, innocemment, enfin c'est un mot que je pensais comme ça, c'est vous supprimez absolument tout à quoi on peut se raccrocher. Ah mais quelle joie. Vous supprimez tout ça. Ah bah oui. C'est pas la peine de faire des compromis. Ouais, mais j'aime bien ne pas en faire. Que vous n'en fassiez pas. Je demande comme ça, mais si effectivement je ne suis pas aucune pensée, est-ce qu'il reste une question derrière? Ben voyez-vous même. Voyez-vous même. La réponse est non. On ne pourra plus faire de satsang. On peut s'asseoir en silence, mais en effet, il n'y a plus de satsang. Mais le satsang, c'est aussi le fait de ne plus être leurré.
C'est satsang. Qu'est-ce que c'est le satsang? C'est pas seulement juste là, 2h30 jusqu'à... Ah, oh, 4h30. Oui. Quand je vous regarde, je vois chez vous que vous donnez tout. Et que vous gardez rien, qu'il n'y a rien à protéger. Il n'y a pas de jeu à protéger. Et mais c'est votre reflet. Je trouve ça trop beau. Mais oui, mais c'est votre reflet. C'est vous-même que vous décrivez. Oui, trop beau. C'est fini? Ça vient de commencer. Non, mais je sais pas moi. Oui, il est 37. Avec vous, hein, parce qu'avec les autres, je dis ah c'est l'heure. Alors que là, il n'a pas envie de partir. Alors, à demain peut-être. À demain, merci. À tout à l'heure.